Bonjour à tous. Je continue donc la correction du sujet de mathématiques du CRPE de la session 2024, groupement 3, et nous sommes arrivés à l'exercice 3. Alors l'exercice 3, c'est un exercice de vrai ou faux. Donc on nous présente des affirmations et à nous de dire si elles sont vraies ou fausses, et bien sûr en justifiant chaque réponse. Commençons par regarder la première affirmation. Donc la première affirmation me dit que toute fraction est un nombre décimal. Bien, là, il va falloir revenir aux définitions. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nombre décimal? Donc, on peut définir un nombre décimal comme étant un nombre qui possède une écriture sous la forme d'une fraction décimale. C'est-à-dire que je peux l'écrire sous la forme d'un nombre entier relatif divisé par une puissance de 10. Donc, je peux également écrire A fois 10 à la puissance P, hein, P étant égal à moins N ici. Donc nous avons deux définitions. Donc un nombre décimal, c'est un nombre qui aura pour écriture une fraction décimale. On peut également l'écrire sous la forme de A fois 10 à la puissance P, et A bien sûr étant un nombre euh, relatif. Alors maintenant, est-ce que toute fraction est un nombre décimal? Autrement dit, est-ce que je peux écrire toute fraction sous la forme d'une fraction décimale? Eh bien, la réponse est non. Je prends tout simplement un exemple. Un tiers, je ne peux jamais écrire un tiers avec un dénominateur sous la forme d'une puissance de 10. Impossible, puisque je ne peux pas former un multiple de 10 à partir de 3. Et donc, un tiers n'aura pas une écriture décimale. Donc, un tiers n'est pas un nombre décimal, n'appartient pas à D. D ici, c'est l'ensemble des nombres décimaux. Et donc, cette affirmation est fausse. Donc, cette affirmation est fausse. Et on vient de donner un contre-exemple. Donc, c'est faux. Passons à l'affirmation 2. Donc, l'affirmation 2, tout nombre entier relatif est un nombre décimal. Eh bien, cette affirmation est vraie. Pourquoi? Parce que tout nombre, tout nombre entier relatif, je peux l'écrire sous la forme de A divisé par 1. Mais ça, c'est bien une fraction décimale, puisque 1, c'est tout simplement 10 à la puissance 0. Donc, par définition, A est un nombre aussi décimal. Donc, cette affirmation est vraie. Donc, on revient à chaque fois aux définitions. Passons maintenant à la troisième affirmation. Le carré d'un nombre impair est un nombre impair. Alors, je prends quelques exemples pour voir comment ça se présente. Bon, 1 est impair, le carré de 1, c'est 1, donc c'est toujours impair. Le nombre impair suivant, c'est 3, si on reste chez les positifs. 3 au carré, c'est 9, et en effet, 9 est impair. Et donc, ça semble être vrai. 5 au carré, c'est 25, et c'est impair, c'est un nombre impair, etc. Mais le problème, comment je vais démontrer ça? Bon, ça semble vrai. Mais comment je vais démontrer ça? Eh bien, il va falloir revenir à la définition d'un nombre impair. Comment je peux écrire un nombre entier impair? Eh bien, un nombre entier impair, il a une écriture littérale. Je peux l'écrire sous la forme de 2 fois p. Ça, c'est un nombre pair auquel je vais ajouter 1. Avec p, un entier relatif. C'est vrai, hein, si vous prenez p égale 0, vous allez trouver 1. Si vous prenez p égale 1, 2 fois 1, 2 plus 1, 3, on trouve 3, et etc. Et si je prends un p négatif, hein, p égale moins 1, par exemple, moins 2 plus 1, c'est moins 1, c'est toujours un nombre impair, négatif,
Donc, c'est l'écriture d'un nombre impair. Alors maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est de regarder le carré. Bah, le carré de 2p plus 1, c'est 2p plus 1 fois 2p plus 1. Sinon, on va essayer de développer avec l'identité remarquable que je vais écrire ici pour gagner du temps. Donc, on sait que a plus b au carré égale a au carré plus 2ab plus b au carré, avec a égale à 2p et b égale 1. Donc, ce qui va me donner 2p au carré plus 2 fois 2p plus 1 au carré. Bon, j'écris tout ça, comme ça tout le monde comprend. Maintenant, je vais réduire tranquillement mon expression. 2p au carré, c'est 2p fois 2p, c'est-à-dire 4p au carré, plus 2 fois 2p fois 1, ici c'est bien fois 1. Ça va me donner 4p plus 1 au carré qui va me donner 1. Alors, il ne faut pas qu'on oublie ce qu'on cherche, hein. On cherche à démontrer que le carré de ce nombre-là est un nombre impair. Donc, il faut que je l'écrive sous la forme d'un nombre impair. Donc, sous la forme de 2 fois un nombre plus 1. Et donc, je vais factoriser par 2 et voir comment ça se présente. Alors, si je factorise par 2, il va me rester 2p au carré dans le premier terme, plus 2p dans le deuxième terme. Et là, le 1, il va rester tout seul. Ça me va. Alors maintenant, regardez ce qu'on va faire. Donc ça, 2p, plus 2p au carré plus 2p, c'est un entier relatif, forcément, puisque c'est la somme de deux entiers relatifs, puisque 2p est un entier relatif, 2p au carré est un entier, on peut dire même naturel, et la somme est forcément un entier relatif. Donc je vais poser 2p au carré plus 2p égale q. Et donc, ce qui va me donner 2p plus 1 au carré égale à 2 fois q, q étant un élément de z, un nombre relatif, entier relatif, plus 1. Et donc 2q plus 1 appartenant à z, et 2q plus 1 est un nombre impair. Ce qui achève notre démonstration. Donc on vient de démontrer que le carré d'un nombre impair est un nombre impair. Et donc ça veut dire que cette affirmation est vraie. Passons à la quatrième affirmation. Alors la quatrième affirmation, elle me dit que le produit de deux nombres est supérieur ou égal à chacun de ces deux nombres. Ça veut dire que si je multiplie deux nombres quelconques, j'obtiens un résultat qui s'appelle un produit qui est supérieur aux deux nombres. Bon, là, cette affirmation est fausse, hein. On va prendre un exemple. Si vous prenez 3 fois 0,1, vous allez trouver 3 dixièmes, et 3 dixièmes est inférieur à 3. Donc cette affirmation est fausse. Donc dans ce genre d'affirmation, il suffit d'exhiber un contre-exemple pour démontrer que cette affirmation est fausse. Et là, on a pris cet exemple-là, où vous en avez bien sûr une affinité. À vous de choisir celui qui vous convient. Cinquième affirmation, augmenter un prix de 15%, ensuite le diminuer de 15% le ramène à sa valeur initiale. Bien là, c'est une question classique, et je peux vous dire directement que c'est faux. Alors, on va prendre un exemple, hein. Donc, si je prends un prix initial de 100 euros et je vais lui appliquer une augmentation de 15%. Et donc, autrement dit, on va ajouter 15 euros puisqu'on part de 100 euros. Donc, on va multiplier 100 par le coefficient 1 plus 15%, c'est-à-dire 1,15, et ce qui nous donne donc 115 euros après augmentation de 15%.
Alors maintenant, on va appliquer à ce prix une baisse de 15%. Et là, attention, on ne va pas retrancher 15 euros. Pourquoi? Parce que 15% de 115 euros, ça n'est pas 15 euros. 15% de 100 euros, c'est 15 euros. Et 15% de 115, ça n'est pas 15. Donc, il suffit de multiplier 100 par 1 moins 15%, c'est-à-dire 0,85, ce qui va nous donner 97,75 euros. Qui évidemment, on voit bien qu'on ne revient pas à 100 euros, donc cette affirmation est fausse. On peut également le démontrer pour le cas général, pour n'importe quel prix. Donc si je pars d'un prix P auquel j'applique une augmentation de 15%, c'est-à-dire que je vais le multiplier par 1,15 comme ici, et ensuite je vais enchaîner avec une baisse de 15%, donc je multiplie ce nouveau prix par 1 moins 15%, c'est-à-dire 0,85. Et donc, ce qui revient à multiplier 1,15 par 0,85, c'est-à-dire, on va arriver à P fois 0,9775. Et donc ça, on peut l'écrire aussi sous la forme de 0,9775P qui n'est pas égal à P. C'est légèrement inférieur à P, 0,98 si on arrondit, bah, c'est exactement ce qu'on a trouvé là, mais on ne revient pas au prix initial. Donc, la morale de l'histoire, si vous enchaînez une augmentation et une diminution avec le même taux, vous ne revenez pas au prix initial. Voilà, nous arrivons donc à la fin de la correction d'exercice 3. Je vous dis à très bientôt pour la suite et je vous remercie pour votre attention. Au revoir.